Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Labo d'Histoire Géo. Aujourd'hui, nous allons évoquer la première moitié de la guerre froide et montrer en quoi le monde connaît une bipolarisation pendant la période 1945-1975. Tout d'abord, rappelons le contexte. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis connaissent déjà de nombreux points d'opposition en raison d'idéologies opposées et peu compatibles. Les États-Unis défendent en effet l'économie de marché et le libre-échange au niveau économique et se posent en champion de la démocratie libérale dans le monde. L'URSS, à l'inverse, défend un modèle communiste à parti unique qui soumet de nombreux pays d'Europe de l'Est placés sous des régimes de démocratie populaire qui sont en réalité des dictatures soumises à Moscou. La propagande est utilisée par les deux camps pour se présenter comme les champions de la paix et de la démocratie et pour diaboliser le bloc adverse. L'année 1947 est marquée par une première rupture au niveau économique. En effet, dans le cadre de la reconstruction, mais aussi pour endiguer l'expansion du communisme qui profiterait de la détresse des populations pour se propager, les États-Unis lancent le plan Marshall qui consiste en une vaste campagne d'aides économiques pour les pays qui les demandent. Craignant d'être redevable aux États-Unis, l'URSS refuse cette aide et force les pays d'Europe de l'Est à la rejeter à leur tour. Pour contrer ce plan Marshall, l'URSS met en œuvre une alliance économique, le Conseil d'assistance économique mutuelle, avec les démocraties populaires qu'elle contrôle. Pour renforcer leur puissance, les deux États rivaux nouent des systèmes d'alliances diplomatiques et militaires auprès de leurs alliés respectifs pour ainsi constituer des blocs. Ainsi, les États-Unis signent le 4 avril 1949 le traité de l'Atlantique Nord qui fonde l'OTAN avec le Canada, le Royaume-Uni, la France ainsi que 8 autres pays. En parallèle, l'URSS signe en 1950 un traité d'assistance mutuelle avec la République populaire de Chine de Mao Zedong, régime également communiste et aligné sur l'URSS de Staline. Cette dernière crée également le pacte de Varsovie le 14 mai 1955, alliance militaire concurrente à l'OTAN et rassemblant les démocraties populaires d'Europe de l'Est. Si les rivalités sont réelles et les tensions grandes entre les deux blocs ainsi formés, les deux blocs sont forcés de se contenir. En effet, l'URSS obtient l'arme atomique en 1949, ce qui pousse les deux rivaux à se lancer dans une course aux armements pour assurer une riposte massive en cas d'agression de l'adversaire. Toutefois, conscient que toute guerre nucléaire signerait leur destruction mutuelle, aucun conflit direct n'est déclenché entre les deux puissances. Pour autant, cela n'empêche pas l'URSS et les États-Unis de se livrer une féroce compétition dans des domaines plus pacifiques, mais non moins prestigieux, notamment dans la course à l'espace, où l'URSS envoie le premier satellite en 1957, puis le premier homme en 1961, avant que les États-Unis ne parviennent à poser le pied sur la Lune en 1969. Dans le domaine du sport, la compétition fait également rage, notamment lors des Jeux Olympiques des années 1950-1960, où les deux grands sont en tête du tableau des médailles. Pour autant, plusieurs crises importantes ont émaillé la période 1945-1975 et nous allons nous arrêter sur plusieurs d'entre elles. La crise de Berlin en 1948 tout d'abord. L'Allemagne connaît une situation particulière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en tant que pays vaincu, les Alliés ont décidé de procéder à son découpage en 4 zones réparties entre les pays vainqueurs, que sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et enfin l'URSS. Berlin, situé en zone soviétique, bénéficie également du même traitement et est aussi divisé en 4 zones réparties entre les Alliés. Les Alliés songent cependant dès 1947 à réunifier le pays et procèdent en juin 1948 à une fusion de leurs zones respectives pour bénéficier de l'aide du plan Marshall. Seule l'URSS refuse, et considérant que les Alliés ont violé leurs accords, elle décide de procéder à un blocus de la ville de Berlin à partir de la fin du mois de juin 1948, empêchant tout ravitaillement par les routes et les voies ferrées pour forcer les Alliés à évacuer la ville et la laisser aux mains des Soviétiques. Face à cette tentative de coup de force, les États-Unis décident de se montrer fermes et lancent un pont aérien à partir du 25 juin 1948 où des avions sont continuellement envoyés pour assurer le ravitaillement aux 2 millions de Berlinois situés en zone ouest. Ce pont aérien est prolongé jusqu'au 12 mai 1949, soit presque un an plus tard, où Staline, voyant que le blocus est inefficace, finit par céder et lève ce dernier
après près de 280 000 vols effectués par les Alliés pour ravitailler la ville. Cette crise mène à la division de l'Allemagne en deux États distincts, la République fédérale allemande ou RFA à l'ouest en mai 1949, alignée sur le modèle états-unien, et la République démocratique allemande ou RDA à l'est en octobre 1949 et contrôlée par l'URSS. La ville de Berlin connaît une nouvelle crise en 1961 puisque les soviétiques constatent l'émigration massive d'Allemands de l'Est vers la RFA, passant par Berlin-Ouest. Les soviétiques font donc construire un immense mur de séparation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest en août 1961, empêchant dès lors toute migration. La séparation entre les deux blocs est désormais pleinement physique. L'Europe n'est pas le seul théâtre des crises entre soviétiques et américains. En effet, l'une des plus emblématiques est bien celle de la guerre du Vietnam où s'affrontent pendant près de 10 ans les États-Unis et les troupes communistes du Vietnam du Nord, soutenues par l'URSS et la Chine. Les premières tensions débutent dès 1955 suite au départ de la France, ancienne puissance coloniale qui possédait l'Indochine. Vaincus en 1954 lors de la bataille de Dien Bien Phu, les troupes françaises quittent cette région et laissent derrière eux une multitude de nouveaux pays que sont le Laos, le Cambodge et le Vietnam, divisés en deux parties. Le Nord, entre les mains des communistes, et la République du Vietnam au sud, soutenue par les États-Unis qui refusent de laisser l'ensemble du continent asiatique passer sous domination communiste. Les États-Unis font donc le choix de s'engager massivement au Vietnam à partir de 1965, mais ne parviennent pas à vaincre les Nord-Vietnamiens, qui bénéficient du soutien des populations locales et pratiquent une guerre non conventionnelle appelée guérilla. Bien que mieux équipées et entraînées, les troupes américaines ne sont pas en terrain connu et souffrent des nombreuses embuscades que les bombardements au napalm massifs et répétés ne réussissent pas à calmer. Conscients d'être enlisés et de ne pouvoir remporter la victoire, les États-Unis font le choix de se retirer à partir de janvier 1973, ce qui entraîne la chute du régime du Sud-Vietnam et la réunification du pays entre les mains des communistes du Nord-Vietnam en 1975. Si l'URSS et les États-Unis ne s'affrontent pas directement dans ce conflit, il est symptomatique de l'opposition qui existe entre leurs idéologies et qui entraîne des guerres meurtrières indirectes sur cette période. Enfin, l'un des points chauds les plus importants de la guerre froide est sans conteste la crise des missiles de Cuba. Cette île, située entre le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, est depuis 1958 entre les mains du régime communiste mené par Fidel Castro suite à un coup d'État. Les tensions sont donc d'emblée grandes entre les Cubains et le voisin américain qui voient d'un mauvais œil la présence de communistes aussi près de ses côtes. Et la superpuissance fait le choix d'une tentative de coup de force en 1961 en débarquant sur la baie des Cochons pour tenter de renverser Castro. Cette tentative se solde par un échec et Cuba fait le choix de se tourner pleinement vers l'URSS pour assurer sa protection. C'est donc dans ce contexte que les États-Unis découvrent en octobre 1962 la présence de rampes de lancement de missiles nucléaires sur le sol cubain, ce qui menacerait directement l'ensemble de la côte est états-unienne, à l'image des villes de Houston, Miami ou Dallas. Le président Kennedy, à la tête des États-Unis, décide de mettre en œuvre un blocus total de l'île cubaine pour intercepter tout navire soviétique se dirigeant vers l'île. C'est à ce moment que le risque du déclenchement d'une nouvelle guerre nucléaire cette fois est le plus fort, mais toujours conscient qu'un tel conflit entraînerait la destruction totale des deux camps, Nikita Khrouchtchev, à la tête de l'URSS de Staline depuis sa mort en 1953, et le président américain Kennedy décident de tout faire pour mener une désescalade et renforcer le dialogue entre les deux camps, conscients d'être passés tout près de la catastrophe. Les missiles cubains sont démantelés et en échange, les États-Unis acceptent de retirer leurs propres missiles situés en Turquie. Ils promettent également de ne plus chercher à déstabiliser le régime cubain. Une ligne directe de communication entre Washington et Moscou est ainsi mise en place et permet d'amorcer une période de relations davantage apaisée appelée détente qui perdure jusqu'en 1979, même si des conflits indirects ont encore lieu entre les deux grands, à l'image de la guerre du Vietnam, et la course aux armements nucléaires n'a jamais été aussi forte après 1962. En conclusion, la guerre froide débute officiellement en 1947 avec la rupture entre les deux puissances soviétiques et américaines qui constituent chacune leur bloc via des alliances économiques, diplomatiques et militaires avec leurs alliés. Comme le souligne la formule de Raymond Aron, la paix est alors impossible mais la guerre improbable en raison des armes atomiques que possèdent en grand nombre les États-Unis et l'URSS, ce qui ne les empêche pas de se livrer une compétition féroce dans les domaines sportifs et spatials.
Pour autant, des crises éclatent tout au long des années 1945 à 1975, à l'image du blocus de Berlin ou de la crise des missiles de Cuba, où le monde est passé tout près d'un nouveau conflit mondial. Mais les efforts des deux États ont permis de restaurer une certaine stabilité qui se caractérise par la détente jusqu'à la fin des années 1970. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de très bonnes révisions. À bientôt!